Bonjour à vous tous. Bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Comme chaque semaine, je vous propose ce rendez-vous avec l'actualité qui va nous aider à analyser cette actualité, à mieux la comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler des centres de rétention et des sans-papiers. Nous le faisons avec des éditorialistes des médias chrétiens. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Luc Mouton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. Samuel Pruvot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire catholique Famille chrétienne. Voilà, alors la semaine dernière, cette actualité s'est focalisée sur le sommet de l'Union européenne qui, en dehors des sujets bien entendu financiers et économiques, a ratifié le pacte sur l'immigration. Ce texte veut harmoniser d'ici 2 ans, dans les 27 pays, les conditions de détention et d'expulsion des sans-papiers. Ce texte, bien entendu, est loin de faire l'unanimité. Beaucoup d'associations dénoncent le durcissement général que l'on perçoit à travers cette politique d'harmonisation. 300 ONG ont manifesté samedi dernier pour témoigner de ce mécontentement. Même les églises chrétiennes en Europe se retrouvent unanimes pour souligner les risques que comporte cette circulaire, cette politique, notamment en matière de droits de l'homme, mais aussi en matière de respect des familles. Alors, peut-on multiplier les expulsions? Est-ce normal de choisir les immigrés en fonction des besoins de notre propre pays? Mais aussi, aujourd'hui, ici, j'aimerais que l'on se pose la question du rôle des associations chrétiennes dans ce débat, puisqu'il est surtout porté sur la notion de solidarité. Alors, pour parler de tout cela avec mes invités, je vous propose en guise d'introduction de poser en quelque sorte en image quelques éléments de ce dossier. Vous entendrez les points de vue de responsables à la fois de la CIMAD, une association très engagée auprès des centres de rétention, mais aussi du Secours catholique. Et naturellement, ces images ont été rassemblées pour apporter une sorte de démarche apéritive à ce débat, et elles ont été recueillies par Émeric Coletta. On regarde. Même en situation irrégulière, les étrangers ont des droits défendus depuis plus d'un quart de siècle par la CIMAD. Mais le 22 août dernier, le ministère de l'Immigration a émis un décret au travers duquel il change les modalités d'intervention de l'ONG dans les centres de rétention administrative. Ce ne sont plus des associations nationales dans le décret qui doivent mettre en œuvre une mission, mais des personnes morales, ce qui veut dire pourquoi pas des entreprises ou des structures parapubliques. La mission n'a pas été modifiée dans le décret, mais elle a été dans l'appel d'offres, puisque c'est plus une mission d'aide à l'exercice des droits dans l'appel d'offres, mais seulement une mission d'information. Et enfin et surtout, je dirais, c'est cette volonté dans l'appel d'offres, qui n'était pas prévue dans le décret, d'émietter cette mission nationale en 8 régions différentes, indépendantes les unes des autres, avec donc 8 acteurs, potentiellement 8 acteurs différents. Ces différentes mesures ont poussé la CIMAD à déposer un recours auprès du Conseil d'État, mais elle a tout de même répondu à l'appel d'offres pour rester en première ligne. Différentes ONG ont aussi apporté leur soutien à l'association et souhaitent éviter d'être mises en concurrence car elles sont souvent complémentaires. C'est pas pour rien que l'on a réfléchi à cette présence en rétention, parce que pour nous c'était aussi une présence d'église, en plus d'être la présence du Secours catholique, pour accompagner les personnes. En effet, dans les centres de rétention, les étrangers sont privés de liberté, c'est un petit peu l'antichambre pour l'éloignement, mais actuellement, un étranger sur 2 est libéré. Donc il est important aussi que on puisse accompagner l'étranger au-delà et quelle que soit l'issue de la rétention. À l'image des règlements qui les encadrent, le rôle de ces intervenants est complexe, entre médiation, défense et information. Et si leur action est discrète, parfois vaine, il est certain qu'ils continueront à travailler dans le même sens, car elle n'en est pas moins nécessaire. Alors, Jean-Luc Mouton, la CIMAD, donc c'est une association qui s'occupe des sans-papiers, notamment ceux, bien entendu, qui sont dans les centres de rétention. On sait que cet organisme est vieux, date de la guerre. Il est d'inspiration protestante au départ, même si aujourd'hui, bien entendu, son regard s'est élargi. Que pensez-vous de la politique aujourd'hui menée par le gouvernement à propos de cette question du monopole de la CIMAD dans les centres de rétention? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est-à-dire, le mot monopole, justement, c'est un mot qui a été employé par le ministère. Je crois qu'il ne faut pas se cacher, au point de départ de cette affaire, donc cette idée de répartir
plusieurs tranches un marché qui serait celui des centres de rétention. Il y a un conflit entre le gouvernement actuel et la CIMAD. La CIMAD fait un travail formidable sur le terrain, ça personne ne peut le nier, le ministère ne le nie pas. Moi j'ai rencontré des adjoints du ministre qui reconnaissent que le travail qui est fait sur place est formidable de la CIMAD. Ils ont à la fois une expertise, un vrai dévouement. Les gens sur place, c'est une centaine de personnes, parmi lesquelles des bénévoles qui font un travail très, très, très intéressant. Mais la CIMAD ajoute à ce travail une critique de la politique du gouvernement. C'est ça qui fait... Et je pense que c'est ça, honnêtement. Qui fait problème. C'est ce qui fait problème, parce que la CIMAD sortait chaque année un espèce de bilan de l'année écoulée sur ce qui se passait dans le centre de rétention. Et ce bilan faisait ressortir des problèmes considérables, et notamment mettait en question la politique du chiffre, qui est une politique de, vous savez, où l'idée c'est du chiffre, c'est-à-dire les quotas de gens qu'on renvoie, donc ce qui fait quand même, qui a un peu un aspect un peu dommage. On est là pour chiffrer le nombre de gens qu'on a réussi à renvoyer. Le problème, c'est qu'ils doivent être renvoyés sont renvoyés, ceux qui ne sont pas renvoyés, qu'on peut accueillir, sont accueillis. Mais de là à donner des objectifs chiffrés pour expulser un maximum de gens, c'est vrai que la CIMAD était très critique sur cette politique-là. Le rapport de la CIMAD était-il vraiment un rapport dérangeant pour le gouvernement? Ah, ça, je pense effectivement que ça a dû empêcher plusieurs fois Brice Hortefeux de dormir. Je rejoins Jean-Luc Mouton sur le fait de l'action militante. Après tout, qu'il y ait des militants dans notre pays sur le terrain politique et de l'immigration, moi j'estime que c'est tout à fait normal. Par contre, c'est vrai que puisqu'on va évoquer les associations chrétiennes ou d'inspiration chrétienne, le jeu est difficile puisqu'on les attend peut-être pas d'abord et exclusivement sur un terrain militant, mais comme Jean-Luc Mouton le disait, d'abord sur une expertise et pour humaniser une période extrêmement critique et difficile de ces gens, de ces frères qui sont en centre de rétention. Et on imagine que la situation est tellement dramatique que ça peut sembler malvenu, pas seulement pour Brice Hortefeux, mais d'être tenté d'utiliser ce drame humain à des fins qui ne seraient pas simplement d'humaniser et d'accompagner des frères, mais à des fins politiques, ça veut dire torpiller, peut-être à juste raison dans un débat politique, mais torpiller une politique gouvernementale. Alors, quand vous dites à des fins politiques, est-ce que vous estimez que le rôle des associations chrétiennes n'est pas forcément d'être sur ce terrain-là, dans la mesure où ils se trouvent en confrontation avec le gouvernement? C'est ça que vous voulez dire? C'est vrai que c'est une question qui est passionnante. Comment est-ce qu'on peut être sur le terrain de l'immigration en ignorant les nouvelles lois sur l'immigration? J'avoue que c'est difficile. Cependant, moi, ce que j'attendrais comme chrétien et aussi comme citoyen des associations chrétiennes, surtout dans un lieu aussi difficile, je dirais peut-être pas infernal, mais en tout cas c'est au moins le purgatoire. Je trouve que le petit plus, peut-être même le grand plus, c'est humaniser, à défaut peut-être de diviniser, mais au moins humaniser ce sas qui entre nous la plupart du temps est un sas de sortie. Par exemple, parmi les associations chrétiennes qui ont répondu à l'appel d'offres, puisque donc la CIMAD ne sera plus seule sur ce terrain. Il y a par exemple l'Ordre de Malte. Il y en a très peu, il y en a deux, c'est bien cela. Il y en a plus, me semble-t-il, mais en tout cas il y a au moins l'Ordre de Malte qui a répondu à l'appel d'offres. Et l'Ordre de Malte, par exemple, depuis, c'est une association quasiment millénaire, et elle a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est que à cause de son histoire, elle a des liens diplomatiques. Donc elle peut, entre autres, je résume, mais elle peut négocier d'État à État. Donc ça veut dire que pour ces gens dont on parle, qui préparent un très difficile et très humiliant retour chez eux, ils peuvent faire un travail d'accompagnement et j'allais dire de réception. Quand on réceptionne une balle, c'est pas grave si elle tombe par terre, mais quand il s'agit d'êtres humains, tout le travail, que je trouve à titre personnel fantastique, c'est de faire au mieux pour que ces gens de retour au pays puissent s'insérer. Et ça, c'est pas de la politique. Sur ce rôle des associations, Jean-Luc Mouton, être présent pour quoi? Pour assister ou pour dénoncer? Les deux sont compatibles? Le point de départ, c'est vraiment une assistance à ces personnes. Vous avez vu dans le reportage, on dit qu'une partie, la moitié d'ailleurs, reste en France parce qu'ils ont les moyens de rester, ils ont des revenus, ils ont des compétences, etc. Donc il s'agit pas de militer contre le gouvernement, il s'agit d'accompagner des personnes. Et dans cet accompagnement, je pense que là, il y a une démarche évangélique. Dans le travail de proximité avec ces hommes et ces femmes, on découvre des situations d'inhumanité, des situations d'injustice qu'il est juste de dénoncer. Alors quand cette injustice, elle se réfère à une situation, à un cas particulier, on dénonce un cas ou un abus de pouvoir d'une autorité administrative quelconque. Mais quand il s'agit d'une politique globale, d'une vision globale, qui est axée essentiellement sur la sûreté, sur la sécurité, sur la peur de l'étranger, on peut aussi dire
cette attitude de la politique, elle ne me paraît pas conforme aux valeurs évangéliques, aux valeurs que nous défendons, à la fois d'humanité et de respect des frères. Je vous rappelle que dans l'Évangile, enfin dans la Bible entière, la façon dont on traite l'étranger est une façon dont nous serons jugés. Donc c'est pas rien l'étranger. La façon dont nous accueillons l'étranger dans nos murs fait partie du message chrétien et du message biblique, enfin dans son entier. Samuel Pruvot, sur cette définition de l'engagement, vous êtes d'accord ? En tout cas, sur la Bible, j'espère qu'on est d'accord. Effectivement, entre autres, dans le Deutéronome notamment, on dit que le droit de l'étranger, c'est quelque chose qu'il faut non seulement respecter, il ne faut pas y toucher. Et qui est sacré, et qui est sacré. Alors, donc est-ce que ça vous paraît fondamental, comme apparemment le soulignent les évêques, quand ils disent, selon la formule, qu'as-tu fait de ton frère, et que vous considérez que c'est une des valeurs évangéliques qu'il faut défendre pour les associations ? Sur ce terrain-là, les chrétiens ont leur place. Mais alors, les juifs, avec quel outil ? C'est là où vous avez des nuances, c'est ça ? Je mettrai un bémol. Alors, je vais aller chercher quelqu'un qui n'est pas un père de l'Église, qui n'est pas non plus protestant, c'est Jean-François Kahn, qu'on a interrogé la semaine dernière. Donc ça, au moins, il est ni fasciste, ni de droite, ni catholique, et pas protestant à ma connaissance. Et lui nous disait... Prochain candidat du MoDem, du Parlement européen. Et lui nous disait, alors il ne cassait pas le MoDem, effectivement, puisqu'il est au MoDem, mais il parlait de l'attitude de la gauche en général et du PS en particulier sur l'immigration. Et il disait, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est, disait-il, une idéologie qui dit on ouvre les frontières à tout le monde, ou alors on dit par générosité, parce qu'il ne faut pas nier cette générosité, c'est tellement dur d'être clandestin, etc., il n'y a pas de sans-papiers, on donne les papiers, et disait-il, je termine avec la citation de Jean-François Kahn, c'est irresponsable, parce qu'après, ça veut dire, si vous vivez dans des ghettos, si vous êtes mal logé, si vous vivez dans des hôtels qui vont finir par brûler et vos enfants avec, ça... disait-il, c'est pas notre affaire. Et moi, je le rejoins. Je trouve qu'il y a un côté, il y a une vraie fausse générosité que je ne trouve pas chrétienne. Alors, on va revenir sur ces questions-là, mais peut-être un mot. Oui, je réponds un peu à ça. C'est-à-dire que c'est compliqué l'histoire de l'immigration parce qu'en même temps, on se rend compte qu'on a besoin de l'immigration. Quand Nicolas Sarkozy dit quelque chose de bien quand il dit il faut de l'immigration choisie, c'est vrai que c'est mieux que l'immigration zéro. On est bien d'accord. Pendant des années, on nous a dit immigration zéro. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est stupide, que l'Europe entière a besoin d'immigration. Dans le débat américain aujourd'hui aux États-Unis, McCain défend l'idée qu'il faut légaliser tous les immigrés qui travaillent aux États-Unis parce qu'ils travaillent, parce qu'ils donnent de leur temps et de leur énergie pour ce pays et il faut leur donner des papiers. Je trouve ça formidable, c'est assez étonnant. Ils ont compris, en tout cas aux États-Unis, qu'on a besoin de l'immigration. Il ne faut pas se cacher. On aura besoin des années qui viennent de gens immigrés. Alors effectivement, on peut dire, voilà, on choisit, on peut discuter, il faut telle ou telle personne, même pas telle autre. Je ne suis pas trop d'accord en me disant qu'on peut avoir ce débat-là. Mais de là à dire que l'immigration n'est qu'un problème, qu'il faut simplement barrer nos frontières, empêcher les gens de débarquer, les définir comme une menace qui menacerait notre identité, notre culture, notre travail, etc. Mais c'est un scandale. Dans la mesure où on a besoin, et on sait la richesse qu'on a déjà aujourd'hui en France, même s'il y a des problèmes avec ces vagues d'immigration, parce que c'est pas d'aujourd'hui les vagues d'immigration, on a eu des Espagnols, on a eu des Italiens, on a eu des Polonais, on a eu plein de gens. L'Europe a conquis le monde entier, il y a des immigrés européens partout. Et aujourd'hui, il faudrait dire qu'il n'y a plus d'immigration, qu'on arrête de bouger, alors que tout bouge, les monnaies, les marchandises, tout, et pas les hommes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va prolonger ce débat, notamment, bien entendu, et bien centré sur la place des immigrés, mais aussi ce fameux débat sur les sans-papiers. Et notamment, je vous proposerai de réécouter le point de vue de Brice Hortefeux, le ministre concerné par ce dossier. Mais avant tout, pour terminer sur ce point du rôle des associations, je voulais vous poser donc cette dernière question sur ce premier point. Est-ce que le gouvernement, le président de la République, quand il souhaite que les chrétiens s'engagent plus, comment vous percevez cette question ? Est-ce que ça veut dire, puisqu'il faut peut-être être naïf, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'ils s'engagent dans leur sens ? Ou est-ce qu'il faut qu'ils s'engagent dans des dossiers où la France est unanime pour défendre les mêmes causes ? Samuel Pruvot. Moi, je pense que dans une conception un peu à l'américaine des religions, qui est sans doute celle de Nicolas Sarkozy, chacun a son mot à dire, chacun a une identité différente, et tout ça doit vivre à peu près ensemble. Et qu'à la limite, peut-être, dans certains cas, nous sommes assimilés à tort ou à raison à un groupe de pression. Bien sûr, une église n'est pas un groupe de pression. Et moi, je pense, à titre personnel, heureusement je ne suis pas le seul à penser, Benoît XVI l'a en fait susurré à l'oreille des évêques français à Lourdes. En fait, c'est une formidable opportunité pour nous. Si certains éléments nous tiennent vraiment à cœur, par exemple le respect inconditionnel d'une personne, eh bien c'est à nous de le défendre au nom de la Bible, au nom de notre foi, et c'est à nous de faire valoir ce principe dans l'espace public et donc dans l'espace politique. Et à la limite, il faut prendre le président de la République à son propre jeu en disant vous nous avez demandé notre avis, nous vous le donnons. Alors vous dites que les chrétiens peuvent faire pression, mais est-ce que les chrétiens peuvent être tous d'accord sur ce dossier ? Oui, le problème non, parce qu'ils sont pas tous d'accord, mais je
suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, ce que voit Nicolas Sarkozy, c'est que les églises chrétiennes seraient là un peu comme ce que vous voyez George Bush comme idée de compassion. C'est-à-dire, la compassion, ça nous est confié. Les chrétiens doivent s'occuper on doit faire les ambulances, on doit s'occuper de tous ceux dont personne ne veut s'occuper. Pourquoi pas? Mais c'est très bien. Je pense qu'il y a là quelque chose de juste. Mais en même temps, on peut aussi se dire, en s'occupant des plus petits, parce que les immigrés sont ou parmi nous aujourd'hui les plus petits, on peut dire, écoutez, on n'est pas tellement d'accord avec votre politique, et donc poser la question politique. Alors, compassion ou pas, je vous propose de regarder, enfin, de vous rappeler de la position du gouvernement à travers l'interview qu'avait réalisée il y a quelques mois Philippine de Saint-Pierre avec Brice Hortefeux, donc le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Vous savez que l'appellation est très longue. C'est donc une interview réalisée par Philippine de Saint-Pierre. Brice Hortefeux rappelle ce que pense le gouvernement des sans-papiers. On l'écoute. Vous avez parlé d'immigration régulée, on entend parler aussi d'immigration choisie. J'aimerais comprendre ce que ça veut dire. Premier principe, c'est que la France doit pouvoir, comme tous les autres pays du monde, déterminer, choisir qui elle peut accueillir ou qui elle veut accueillir. Ça, c'est le premier principe. Il y a un deuxième principe, c'est que dans notre pays, être en situation légale ou être en situation illégale, ce n'est pas la même chose. Avoir des papiers, avoir un titre de séjour, ou venir sans papier, sans titre de séjour, c'est-à-dire sans autorisation, sans y avoir été invité, ce n'est pas la même chose. Ça signifie qu'un étranger en situation irrégulière a vocation à être reconduit dans son pays d'origine de manière volontaire, je le souhaite dans la plupart des cas, ou de manière contrainte, tout en tenant compte naturellement des situations particulières. Alors, Jean-Luc Mouton, Samuel Prévost, je vous ai vu réagir. La formule, on a le droit de choisir. Vous n'aviez pas l'air d'accord. Je ne sais pas. Effectivement, faut parler chacun à sa place. D'ailleurs, dans le débat avec la CIMAD, le ministère nous a dit chacun dans son rôle. La CIMAD critique, elle a une position de cette association. Nous avons une position de responsable. Nous ne sommes pas des responsables politiques, nous sommes des commentateurs. C'est peut-être plus facile à notre place qu'à la place des responsables politiques. Ça, je veux bien l'admettre. Mais ce thème de cette idée de dire on invite qui on veut inviter, on n'invite pas les autres. Les travailleurs qualifiés, souvent. Et pas les plus miséreux. Voilà, vraiment les travailleurs qualifiés. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, les travailleurs qualifiés, si on dit on prend que des médecins, que des ingénieurs, que des gens hautement qualifiés, qu'est-ce qui va se passer en Afrique? Et le sous-développement va menacer encore plus. Donc, c'est pas une très très bonne idée de prendre les... La réponse, c'est de dire c'est pour les former, pour qu'ils retournent dans leur pays. Alors là, il y a une vraie solution. Je ne sais pas si on est au monde des solutions, mais c'est vrai que si on permettait aux gens d'aller et de venir, si on permettait la libre circulation, ce que demandent beaucoup d'associations, et je crois que c'est assez juste. Si on disait aux gens, vous venez ici, mais vous avez le droit de repartir, et vous pouvez même revenir si vous avez envie pour continuer une formation ou pour passer quelques années parmi nous, vous êtes bienvenus parmi nous, mais on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Alors, mais on a cette idée on veut à tout prix fermer nos frontières, vous n'êtes pas invités, vous ne venez pas, sauf que les gens viennent quand même, on le voit bien parce qu'il y a la misère partout, et alors on dresse des murs et des frontières, et on dit, voilà, on n'a que ça comme solution. Mais non, il y a une autre manière peut-être de prévoir le développement de chez nous et en Afrique aussi. Samuel Prévost, il faut choisir ? Moi, je pense qu'il faut plutôt choisir. Je voulais citer, décidément, je cite pas beaucoup de pères de l'Église. Tu devrais plus. Je devrais plus. La citation qui me vient à l'esprit, c'est celle de Michel Rocard. On peut pas accuser Michel Rocard d'être un grand fasciste. Qui a beaucoup été utilisé par le gouvernement. Alors, tu donneras peut-être le reste de la citation. Mais la citation, c'est « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Et la suite, c'est... Mais oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est que tout le monde on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ce qu'on peut faire, il faut le faire. Bien sûr. Et donc là, on est d'accord. Mais donc, Michel Rocard, donc on est d'accord, c'est pas l'archétype d'une droite dure, xénophobe, c'est pas ce qu'on disait. Mais ce que j'ai envie de proposer aux téléspectateurs, c'est une réflexion toute simple. C'est est-ce que, si on revient au christianisme, à la Bible, on est bien placé pour le faire, rendre à César ce qui est à César. Et il y a une partie d'une certaine critique des associations chrétiennes qui, moi, me dérange, même si je les respecte, c'est que pourquoi est-ce que l'Église ou les églises pourraient interférer dans le domaine, au point d'interférer, César est dans son domaine de légiférer, et c'est même son devoir. Quel est le pays de la planète qui a résolu de brouiller ou d'effacer ses frontières? Je trouve que ça serait déjà injuste pour ses propres citoyens, et même justement pour avoir la capacité d'en accueillir d'autres, encore faut-il justement avoir la puissance de pouvoir les accueillir. Et je pense que ça, rendre à César ce qui est à César, je ne dis pas que toute la politique du gouvernement est parfaite, mais il me semble qu'en bonne théologie, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est normal qu'un État légifère, y compris dans le domaine de l'immigration. J'ai pas dit que tout ce qu'il fait est bien, mais c'est légitime. Et s'il ne le faisait pas, je pense que ça serait grave. Et il est normal
de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ça veut dire que des chrétiens, dans des situations précises, cherchent des dérogations. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est notre devoir. Jean-Luc. Moi, je ne poserai pas le problème comme ça. Je pense que le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un constat. Le monde, il y a un monde riche et un monde en voie de développement. Il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas de situation, qui vivent avec 1 euro ou $1 par jour et qui veulent accéder au mode de vie et au niveau de vie des pays riches. Mais comment on peut le contester ça? C'est une réalité. Ça ne va pas cesser. Les gens qui s'embarquent sur des situations invraisemblables, sur des barques à moitié pourries et qui essaient de traverser la Méditerranée ou qui essaient de traverser les frontières dans tous les pays du monde pour aller vers les pays riches, bon, ça ne va pas cesser. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on met des barrières et des murs toujours plus hauts? Les manifestants de samedi dernier disaient assez de murs et ce serait plutôt des ponts. Voilà, mais d'autres vont répondre assez de naïveté dans la politique. Il ne s'agit pas de naïveté. Moi, je dirais plutôt des puits. Mais non, mais ça, des puits en Afrique et des ponts aussi, si on veut. Des puits en Afrique. Le problème, c'est le développement de l'Afrique. On est d'accord. Le problème, c'est le sous-développement d'une majorité des pays du monde. Le problème, c'est de répondre à ça. Pour le moment, on n'a pas répondu à ça. On se rend compte qu'on a mobilisé des milliards. Samuel Pruvot, est-ce que vous pensez que les associations chrétiennes jouent un rôle là de lobby efficace pour militer pour le co-développement, donc le développement des pays en Afrique pour éviter, bien entendu, tout le monde est d'accord là-dessus, que tous ces immigrés viennent chercher un bonheur possible en Europe? Il n'y a pas de solution massive, mais c'est vrai que moi, comme journaliste, j'ai eu l'occasion de suivre au travers de reportages des réalisations. En fait, c'est des micro-réalisations avec des micro-crédits, etc. Je vais en citer une, c'est l'association Raoul Follereau. Aide principalement les femmes. On va se dire, mais c'est sexiste, mince. Bah, tout simplement parce que dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est souvent par la femme qu'on arrive à relever bien des situations. Et leur politique, c'est de permettre justement à des populations qui seraient tentées, et comment ne le seraient-elles pas? Bien sûr, Jean-Luc, vous avez tout à fait raison, mais en donnant aux femmes les moyens, par exemple, de cultiver le mil, de s'alphabétiser, eh ben, ça donne la possibilité à des gens de vivre dignement dans le pays où ils sont nés et peut-être d'éviter ces drames qui, moi, me bouleversent, c'est-à-dire ces nouveaux boat people qui meurent sur la Méditerranée en arrivant près de l'Espagne ou l'Italie. Nous aurons l'occasion de prolonger ce débat. Vous connaissez les contraintes de la télévision et la rapidité qui s'y instaure. Je vous propose de passer à notre rubrique à la une maintenant. Jean-Luc Mouton, Réforme a mis en avant quel sujet cette semaine ou ce que vous voulez choisir de mettre en avant? Donc on a deux choses évidemment. La première, c'est les élections américaines. Donc nous avons envoyé une journaliste aux États-Unis, en Californie, parce qu'il semblait qu'en Californie il se passe beaucoup de choses qui vont venir après, peut-être en Europe. Et donc elle fait différents reportages, notamment dans les églises évangéliques et protestantes. Vous savez que le protestantisme... Des choses nouvelles dans ce reportage? Oui, des choses nouvelles. Par exemple, que les évangéliques qu'on disait essentiellement préoccupés de la question de l'avortement, la question de l'homosexualité, des questions morales, c'est ce qu'on avait dit à la dernière élection, que ça avait fait l'élection de George Bush. Aujourd'hui, ils sont plus du tout sur ces questions-là, même si elles n'ont pas disparu, mais ils sont surtout sur les questions d'environnement, en se disant, il y a un problème actuellement, il fait 40 degrés en Californie au mois d'octobre, c'est quand même tout le monde voit bien qu'il y a un problème du climat, enfin là, il se pose très clairement. Et il y a un problème aussi social, c'est-à-dire toutes ces églises se mobilisent beaucoup sur les questions sociales, notamment sur l'accueil des immigrés, et se mobilisent pour l'immigration et pour la légalisation des immigrés. Donc voilà, pour nous, c'était un point important. Merci. Samuel Pruvot, famille chrétienne met en valeur quel sujet? La parole de Dieu. Alors on aurait bien voulu mettre Sœur Emmanuel, mais les contraintes de bouclage et le timing a fait que ce n'était pas possible. Et donc comme le synode à Rome de nos évêques sur la parole de Dieu va se terminer, donc on a mis en avant une enquête, puisque l'idée c'est comment les laïcs aujourd'hui s'approprient la parole de Dieu. Et j'allais vous dire, justement, par rapport au déroulé du synode, c'est un apport qui en effet, se sentent plus volontiers sur cette question-là. Oui, c'est-à-dire que le synode, c'est un formidable feu d'artifice qui montre en fait l'intérêt, la vitalité de la parole de Dieu. Je crois qu'on sera bien d'accord. On a voulu insister sur le fait, puisque nos lecteurs, la plupart sont des familles et des laïcs, de voir comment, en tout cas chez les catholiques, je pense que c'est un immense progrès, comment la parole de Dieu est devenue plus familière et devient l'oxygène quotidien. Merci. Et pour terminer notre rubrique en bref. Alors, j'ai retenu cette semaine 3 informations assez essentielles. On n'a pas fait allusion à Sœur Emmanuel, vous le savez bien, en effet, puisque c'est l'événement qui a centré cette actualité religieuse. Moi, pour ma part, de tout ce qu'on peut retenir de cette mort de Sœur Emmanuel, je retiendrai la cérémonie à Notre-Dame de Paris, et j'ai noté, par exemple, qu'un ancien ministre socialiste, Jacques Delors, lisait l'épître et qu'une sénatrice UMP, Marie-Thérèse Hermange, lisait une intention de prière universelle. Il y avait à côté Alain Juppé, Laurent
grand Fabius. Alors, ça me faisait penser à une question que j'avais entendue sur un plateau de télévision ces jours-ci en France. Mais pourquoi sœur Emmanuelle était si populaire alors qu'elle était catholique et qu'on sait que les Français ne fréquentent pas beaucoup plus les églises? Bien, il me semble que la réponse était là. Autour de l'action de sœur Emmanuelle, il me semble que la France s'est trouvée rassemblée. Alors, le deuxième élément, c'est également un élément important qui s'est passé le week-end dernier avec la béatification à Lisieux des parents de Sainte Thérèse, Louis Martin et Zélie Guérin. Vous en avez peut-être vu les images sur KTO. 15 000 fidèles ont assisté à la cérémonie dans la basilique Sainte-Thérèse. C'est le second couple béatifié dans l'église. Le premier l'avait été par Jean-Paul II. C'était un couple italien en 2001. Enfin, des nouvelles du synode. Vous y faisiez allusion, Samuel, du synode des évêques. Pour ma part, j'ai retenu une petite particularité. C'était une première. C'était l'intervention du patriarche œcuménique de Constantinople qui se trouvait dans la chapelle Sixtine aux côtés de Benoît XVI au cours d'une célébration de la parole. Bartholomé I a proposé aux évêques une méditation sur la richesse contemplative dans la tradition orthodoxe orientale du christianisme. C'est tout un symbole de voir ainsi le pape et Bartholomé Ier réunis dans la salle chapelle Sixtine au-dessous des œuvres de Michel-Ange. Voilà, question ouverte s'achève. Il me reste à remercier mes invités, Samuel Prévost et Jean-Luc Mouton. Vous pouvez consulter notre site www.ktotv.com. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.